is a broadcast from Planet V Entertainment, where we have for you a brand new track from Mr. Mo and Sister B. They are expressing the fact. Fidèles téléspectateurs de l'émission Topsy New Look, que nous retrouvons exactement devant de l'ULB, l'Union Libre de Bruxelles. Aujourd'hui, il y a une grande conférence par rapport au référendum en République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons avec l'organisateur et c'est avec lui que nous allons essayer de d'élucider le pourquoi de cette réunion. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Monsieur Mboutou, bienvenue. Oui, nous voudrons savoir au fait quelle est la raison de cette grande réunion aujourd'hui, cette conférence. Aujourd'hui, vous savez, comme vous le savez, on est le 17 et demain le 18 à Kinshasa et le 19, il y a un grand référendum qui se passe sur la constitution qui va régir la Troisième République du Congo. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous tenions absolument à organiser un grand débat entre les hommes politiques et la communauté congolaise ici à l'ULB. Mais est-ce que croyez-vous que cela est assez nécessaire parce que le référendum sera voté en République démocratique du Congo et non en Europe, en Occident, en Belgique et en France? Est-ce que cela a vraiment raison d'être? Mais vous savez très bien que la diaspora congolaise contribue énormément dans l'appareil économique du Congo avec les transactions financières qui sont faites. Et nous, on a quand même été un peu je dis écarté de cette constitution, mais on veut prouver que nous sommes toujours motivés à être impliqués dans le processus de la démocratisation du pays. Et pour nous, c'est quand même, je dis, c'est des informations qui seront très nécessaires parce qu'on sait très bien qu'il y a les représentants des partis politiques qui sont ici. Et juste là, on entend dans la communauté, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et nous, on ne sait pas le pourquoi du oui ou du non. Comme on est tellement loin, on voudrait bien qu'ils nous expliquent les raisons qui les poussent d'aller dans un sens ou d'aller dans un autre sens. Mais vous, là, en tant qu'organisateur, vous êtes président d'un parti politique, d'une plateforme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, au fait? Non, moi, je suis président du Centre d'études, des recherches et des coopérations belgo-congolais, qui est un centre qui est reconnu ici à l'ULB. Et nous, justement, nous contribuons à informer la communauté congolaise qui étudie ici à l'ULB, les structures politiques au Congo, les organisations des provinces, comment est-ce que la politique et comment est-ce que l'économie, le social est régi au Congo. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rester en dehors de la qui est quand même la Constitution. Nous, ça nous intéresse de savoir comment est-ce que le pays sera, les différents pouvoirs vont être agencés au pays. C'est pour ça que nous organisons cette conférence. Mais si je comprends bien, donc vous avez déjà un aperçu sur ce projet de constitution. Quel est votre avis par rapport à cette constitution qui doit être votée demain? Mais par rapport à la Constitution, parce que je vais donner un point de vue par rapport à la Constitution et par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Et justement, la conférence aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir nous éclairer sur nos positions. Est-ce que c'est oui ou non? Parce qu'il y a quand même certains points dans cette Constitution qui sont à critiquer. Et on n'a pas des explications qui sont claires. Et je pense qu'après la conférence, nous serons à même de pouvoir nous positionner de manière claire et fondée sur le texte de la Constitution. Est-ce que vous avez particulièrement, personnellement, disons, une position par rapport à cette dite Constitution? Moi, je ne suis pas tout à fait contre cet événement qui est quand même, je pense, un événement très essentiel dans la vie de quelqu'un. Cet événement où chaque citoyen doit remplir son devoir civique, d'aller voter. Ça, moi, cet acte-là, je l'approuve. Mais quitte à maintenant voir le contenu de l'acte qu'on va voter, c'est là qu'on se pose des doutes. Donc moi, c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, j'insiste sur l'éclaircissement, sur les contenus, les textes même de cette Constitution. Je crois qu'on peut aller jeter un coup d'œil pour voir la salle de cette dite conférence. Au fait, nous sommes à l'ULB. C'est dans quel bâtiment aura lieu cette dite conférence? La conférence se passe au bâtiment de droit. C'est le local H 2215. Et c'est ici que se passent toutes les grandes manifestations, les grandes activités avec la communauté congolaise. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez dû la louer ou bien elle vous a été dotée? Non, comme nous sommes une organisation qui est reconnue officiellement à l'ULB, nous bénéficions de tous les avantages que tous les corps académiques, les professeurs et les étudiants. Donc, tant qu'organisation congolaise, nous avons vraiment ce privilège d'avoir tous les avantages. Donc, cette salle nous est donnée dans le cadre des conventions signées d'emblée entre l'ULB et le Centre de recherche de coopération. Et pour savoir, il y a combien de partis qui vont se représenter ce soir?
En principe, il y a 10 partis qui ont été conviés à se présenter aujourd'hui, ce soir. Et bien sûr qu'il est encore 16h30, on attend toujours. On espère que la ponctualité des Congolais va jouer pour qu'ils soient tous là à l'heure. Merci bien parce que vous avez dit ponctualité congolaise. Alors on se pose la question, est-ce que réellement le Congolais pourra changer? Parce que s'il n'a pas de prise de conscience, d'éveil de mentalité, est-ce que vous croyez qu'il peut avoir quelque chose de positif? Mais je pense qu'aujourd'hui au Congo, il faudrait tout changer. Il faudrait changer la mentalité, il faudrait changer et les politiciens et ceux qui font que les normes soient faites. Il faudrait changer aussi, je pense, la façon de voir, la façon d'organiser les choses. Donc, et sur ce débat-là aussi de la culture, de la ponctualité, je pense que c'est très nécessaire. Il faudrait qu'on puisse travailler sur ça. Donc la démocratie du Congo, ça sera un très très grand travail qu'il faudrait faire. Là où se passe la conférence sur le référendum qui va se dérouler demain, dimanche 18 décembre, et le lundi 19 décembre à Kinshasa. Et vous savez très bien que c'est des dates très très essentielles pour le futur du Congo. Et aujourd'hui, nous nous réunissons justement avec les différents partis politiques. Nous avons la présence déjà des Républicains, nous avons la présence du mouvement pour la révolution des mentalités et nous avons aussi la présence du mouvement ANADER. Et il y a aussi l'arrivée, justement, pour l'instant même dans la salle, du MRD. Et on peut lui demander à M. Nicoulé de prendre directement place pour la conférence. Vous savez très bien que c'est une date très très importante. Donc demain, à Kinshasa, les gens sont appelés à aller voter pour un texte de la Constitution dont ils n'ont pas eu connaissance. Et aujourd'hui, on entend certains partis politiques qui nous disent qu'il faudrait aller voter oui, et d'autres qui disent qu'il faudrait aller voter non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous trouvons que c'est très important d'avoir ces différents représentants des partis politiques qui soient devant nous, qui nous disent avec des arguments rationnels et non des arguments d'autorité, qui puissent nous convaincre, nous, les simples citoyens, pourquoi est-ce que cette constitution doit être rejetée ou doit être adoptée. Et je ne vais pas trop m'attarder justement pour cette conférence, à vu le retard que nous avons déjà suffisamment accumulé, pour laisser la parole directement à nos invités, qui sont les représentants des partis politiques, pour nous parler de cette constitution. Mais je dois justement aussi insister sur la discipline dans l'auditoire. Donc j'espère que les débats vont se passer de manière beaucoup plus amicale et tout le monde aura la parole à un moment donné. Toutes les questions que vous voudriez poser, vous pourrez les poser. Et ça sera à chacun des intervenants éventuellement pour le commentaire qu'ils feront sur les textes et les extraits de constitution qu'ils trouvent à leurs yeux qui sont favorables ou pas pour les élections, pour la votation demain à Kinshasa, de nous dire, de nous convaincre quelle sera notre position sur les textes de la Constitution. Voilà, donc je ne m'attarde pas, on va passer directement la parole à l'ANADER pour que vous puissiez déjà commencer sur son commentaire sur les textes de la Constitution. Merci. Pour votre désir, j'ai à mes côtés M. Manjoulou, qui est représentant des Républicains ici en Belgique. Et je voudrais savoir pourquoi il s'est représenté aujourd'hui, particulièrement sur cette conférence sur le référendum en République démocratique du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je voudrais savoir quelle est la raison de votre présence cet après-midi. J'ai été invité à pouvoir participer à ce débat portant sur le référendum. Et nous nous plaçons dans l'optique de pouvoir dire non plus tôt, ce qui allie un peu les gens, aussi bien ceux qui boycottent et ceux qui prétendent ou qui veulent absolument refuser que ces projets de constitution puissent voir le jour. Parce qu'on estime qu'il est néfaste pour l'avenir du Congo, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de générations futures. Voilà, c'est pour ça que je vais devoir participer à ce débat pour apporter un peu ma contribution et mon argumentation par rapport à ces projets de constitution. Donc si je comprends bien, donc vous êtes partisan du non, c'est bien ça? Je suis totalement partisan du non. Et pourquoi? Et tout simplement parce que l'expression de ces projets pose un problème des fonds et des formes. Aussi bien sur la forme, je vais devoir l'expliquer tout à l'heure quand le débat commencera. Sur la forme, on a un problème tout à fait sérieux où on a amalgamé quasiment l'essentiel de ces textes qui portent un peu sur tout et rien à la fois. Il y a des contradictions totales entre les compétences. Je vais comme ça énumérer quelques points assez précis. Entre les compétences des provinces et de l'État central, il y a énormément de contradictions. Il ne s'agit même pas d'autonomie, il s'agit au-delà du fédéralisme parce que les compétences des provinces aujourd'hui portent plus sur les critères d'une entité politique
au sens déterminant possible, c'est-à-dire d'un État plutôt que d'une entité qui appartient à une fédération éventuellement, c'est déjà un problème précis. Quant à la nationalité aussi, l'obtention, l'entrée, la nationalité d'origine telle qu'elle est prévue par la Constitution pose problème. D'ailleurs, j'ai eu une occasion, une opportunité de participer au débat portant sur les projets de la loi sur la nationalité. Je n'étais pas déjà d'accord à ce niveau-là et notre parti n'était pas non plus d'accord à ce niveau-là. On avait discuté à ce propos. Quel point précisément, s'il vous plaît, vous pouvez un peu nous Je peux répondre? souligner très rapidement sur l'alinéa 2, non plutôt premier, qui dispose, j'ose espérer ne pas m'abuser, qui dispose que est congolais d'origine à partir de 60. On est congolais d'origine à partir de 60. C'est-à-dire toutes les ethnies ou groupuscules éventuels résidant au Congo à partir de 1960, c'est-à-dire à l'indépendance, sont censés être congolais d'origine. Ça pose un problème sérieux, puisqu'on fait une négation totale sur notre histoire. C'est-à-dire 1885, la mise en place de l'État indépendant du Congo est passée outre, a été écartée complètement. C'est-à-dire tout ce qu'il y a eu comme situation pendant toute cette période léopoldienne a été écarté. Tout ce qu'il y a eu comme situation pendant la période coloniale a été écarté. Donc il n'y a pas eu des Congolais avant 60. La congolité, si on peut l'appeler de cette façon-là, oui, prend son origine en 60. Ça pose un problème. S'il faut couvrir certaines tribus éventuelles venues par la suite et tout ça, par cette portée-là, on peut en discuter autrement, mais ce n'est pas dans les cas de la Constitution. Ça pose un problème de fond. C'est-à-dire notre pays n'a pas existé avant 60. C'est ça, en fait, le problème de fond. Donc là-dessus aussi, je vais intervenir et expliquer un peu pourquoi et comment la démarche juridique qui est nécessaire à ce niveau-là. Ça, c'est un point. Il y a un autre point aussi par rapport à la souveraineté qu'exerce la nation. La nation n'est plus souveraine au sens où on peut l'entendre. Si je dois lier un peu la loi Bakajika que la plupart des gens connaissent, elle est écartée. On parle de la souveraineté. C'est-à-dire que l'État exerce la souveraineté. Il n'a pas la souveraineté, il l'exerce tout simplement. Et la souveraineté revient à qui alors? En ce moment, c'est-à-dire que les entités telles qu'elles sont disposées aujourd'hui, chacune est souveraine dans certaines matières. L'État ne fait qu'exercer, c'est-à-dire qu'il y a les corps de la souveraineté, mais pas l'âme de la souveraineté. C'est juridique. Ce n'est pas à peu près semblable au fédéralisme belge? C'est plus complexe que ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dimension qu'on n'a pas encore maîtrisée. Déjà, vous croyez que le Congolais n'a pas encore cette maturité pour vivre ce genre de démocratie-là? Je ne peux pas dire ça. Je crois comprendre plutôt que le texte qui est proposé au Congolais est mauvais, est fondamentalement mauvais, très mauvais. Il n'est pas adapté aux réalités. Au-delà de l'adaptation aux réalités, ce n'est pas un texte. C'est un ramassis de compromis entre diverses factions pour pouvoir obtenir certaines choses, tout simplement qu'on a amassé comme ça, jeté au pied des Congolais pour pouvoir les imposer, pour pouvoir accepter. Ce n'est pas viable, disons. Mais ce n'est pas du tout viable, ça n'a rien à voir, ce n'est même pas un texte, c'est un non-texte. C'est ce qu'on peut devoir dire aujourd'hui, c'est un non-texte, ce n'est pas un texte du tout. Comment voulez-vous concilier les faits qu'on puisse concéder, par exemple, pour un exemple simple, par rapport aux compétences sur la loi pénale est donnée en partie aux provinces, tout comme à l'État central. Sur certaines matières, entre autres, la gestion de l'État civil, on laisse la liberté de gérer l'État civil comme les entités l'entendront, ce qui n'est pas acceptable non plus. Si je dois revenir à cette histoire de la souveraineté de l'État, ça pose aussi un problème de fond. La nationalité n'en parle même pas. Or, en l'espèce, ce qui compte sincèrement pour une constitution, d'ailleurs, il y a 3 points précis par rapport à une constitution. La constitution porte sur la nationalité, les territoires et le partage de pouvoir, c'est-à-dire l'organisation de pouvoir. Ça porte sur ça, principalement. Pas sur ces ramassis des choses parlant des viols, parasites. Attends, on parle de quoi là? On parle d'un code civil, d'un code pénal, on parle de quoi? On parle d'une constitution, c'est pas ça. Plus de 220 articles. Ça n'a jamais, nulle part au monde, sauf chez nous. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est faisable, parce qu'en République démocratique du Congo, vous avez déjà pour le moment un président avec 4 vice-présidents. Donc on peut aussi avoir une constitution tout à fait exceptionnelle, ne fût-ce que pour avoir la paix. Si je comprends bien, on doit créer un État sui generis qui ne réponde pas au mécanisme juridique international, tout simplement parce que... Déjà c'est le cas, je crois. Oui, mais c'est ça, ça pose un problème de fond qu'il faut devoir absolument écarter. Il faut qu'on puisse revenir à l'unité, à l'unicité d'un pouvoir avec un corps, comment dirais-je, étatique assez convenable. Pas ça, c'est pas un État, on n'a pas d'État pour l'instant. Tout le monde nous rit au nez par rapport à ce qui se passe actuellement au pays. Pensons-en un peu. Et si, par exemple, demain, la population votait un oui, que pensez-vous de l'avenir de la République? Je ne peux pas, je ne vois aucunement... Non, mais disons, on peut toujours, essayons de peindre cette image-là, ce dessin-là. Si la population congolaise vote demain un oui massif, que pensez-vous de l'avenir politique? Non, mais non,
je me refuse totalement à pouvoir m'inscrire dans cette optique-là. La population ne peut pas voter un oui massif. Si les urnes telles qu'elles sont prévues pondent d'un oui erroné, pas savoir. On sait. Dites-moi un seul instant, l'endroit où est intervenue la communauté internationale dans ces 10 dernières années, où on a vu la suite des élections donner une autre approche que celle prévue par la communauté internationale. Mais on peut pas savoir. Bon, de toute façon, je crois que c'est le peuple qui dira. Est-ce que vous avez un dernier mot Est-ce que les peuples, on a donné le choix au peuple? On le fera demain, je crois. Est-ce qu'on a donné le choix au peuple? C'est la question qui est posée. On le verra demain. Je ne crois pas qu'on a donné le choix au peuple. On impose au peuple une certaine façon de faire les choses, mais on n'a pas donné le choix au peuple. Les Congolais vont devoir aller aux urnes, ils ne sont même pas au courant. Vous allez voter pourquoi? Nous, on ne sait pas au courant. On nous a dit qu'il faut aller voter. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir vulgariser, à ce qui paraît. Ils sont responsabilisés depuis 2 ans. Ils savaient très bien avant de pouvoir produire ces textes qu'il y aura des difficultés. Il n'y a pas des routes, on ne peut pas se déplacer, on ne peut rien faire. Mais néanmoins, on va quand même aller aux élections, on doit enrôler les gens soi-disant, et puis par la suite, ils iront aux urnes. D'accord, on va le faire. Mais on n'a pas le moyen de pouvoir le faire. Mais faites-le quand même. Mais comment on va le faire, on ne sait toujours pas. La commission électorale, soi-disant, a informé quotidiennement ceux qui étaient aux responsabilités, c'est-à-dire ceux qui sont au Parlement. Non élus, je vous signale, au passage. Le Parlement n'est pas élu. Par conséquent, il n'a pas la légitimité de pouvoir non seulement prendre ces textes, mais proposer un texte transitoire, le moment venu. Mais pas prendre ce genre de texte. Et là aussi, apparemment, monsieur est de très bonne foi parce qu'il est conscient, il soumet les choses dans leur vérité la plus douloureuse possible. On l'accepte. On est en train de débattre et pas de se renvoyer la balle. Et apparemment, leur position, revient là-dessus aussi, c'est qu'on n'a pas eu les moyens de pouvoir les faire. Ce qui est assez aberrant par rapport à cette histoire des moyens, c'est que selon les derniers rapports sur le plan international portant sur l'économie de notre pays, il s'avère tout simplement qu'au-delà des dettes qu'on a contractées face aux instances internationales, entre autres la Banque mondiale, le Fonds monétaire et tout ça, nous sortons plus d'argent du Congo qui rentre dans les banques européennes venant des autorités qui sont au Congo. Il y a pour preuve une histoire qui s'est passée dans les années, début des années 2000, de la somme qui a été envoyée à la Belgolaise portant sur 80 millions de dollars qui sortaient des caisses de l'État congolais, qui venaient de l'AMIBA à l'époque, pour pouvoir être déposés en Europe ici, ou on ne sait pas pour quelle raison. Dans le même temps, les gouvernements belges votaient un budget de 5 millions d'euros qu'il fallait donner aux Congolais, aux pauvres Congolais qui n'avaient pas les moyens. Donc on peut voir un peu la mesure de ce qui se passe dans ce pays-là, puisqu'on nous parle des moyens. Soit dit en passant, pour revenir maintenant au texte proprement dit, puisque les débats tels qu'on a entendus ici ou là, les gens qui sont responsables disent que la plupart des intervenants ou les gens qui sont contre ces textes ne connaissent pas les textes. Mais nous allons maintenant nous focaliser sur les textes concrètement, les textes, rien que les textes. Qu'est-ce qu'on va devoir comprendre? Je vais en préambule d'abord souligner les caractères assez ignobles de ce qui est actuellement notre pays. Dans quoi est-ce qu'on évolue? Il m'en souvient il y a quelques temps, je crois l'année passée, non, je crois ou plutôt cette année encore, lorsque s'est déplacé le ministre Carole De Gucht au Congo. Il a eu pour mot, pour certains c'était malheureux, pour d'autres c'était l'exutoire nécessaire, que le Congo présentait un caractère médiocre dans sa classe politique. Il l'a dit, il l'a assumé par la suite. Il a émis un doute assez légitime sur l'origine du président actuel. Il l'a dit. Il a même sorti une biographie, puisque bon, la biographie contraire n'a jamais été amenée pour contredire ce qui a été dit. Et en parlant de la corruption et de la mauvaise gouvernance, on l'a critiqué, mais quelques semaines plus tard, on a vu qu'on a exécuté ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, les ministres ont démissionné, certains PDG ont démissionné, y compris les chefs du cabinet de la présidence lui-même, a démissionné. Ils étaient tous impliqués dans des malversations énormes portant sur la facturation de la SNEL, dont l'argent a été déposé au Congo-Brazzaville, qu'il fallait récupérer, et ainsi de suite et tout ça. Bref, vous comprenez très bien qu'on est dans une situation particulière. Quant à la nationalité du président, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas mon propos, ce n'est même pas le sujet aujourd'hui, mais tout simplement pour souligner un fait assez précis. On a eu ces cas d'espèce avec les Pérou. On s'en souvient tous, pour ceux qui suivent les informations, qu'on a eu un président au Pérou qui s'appelait Fujimori, qui s'est réclamé avoir été péruvien depuis très longtemps, mais il s'avère que quand les choses ont tourné très mal sur le plan judiciaire, il s'est éclipsé pour se retrouver au Japon et a déclaré qu'il était effectivement japonais au départ. De la même façon,
On a eu le chef de l'état-major du Congo qui s'appelait James Kabaré, qui était congolais pour tous. On nous l'a vendu en tant que Congolais et les jours d'après, il s'est retrouvé chef d'état-major du Rwanda. Il y est encore jusqu'à aujourd'hui. Bizarre. Bien, ça démontre un peu dans quoi est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Finalement, pour revenir un peu à la Constitution, ce qui nous concerne pour l'heure. Quand on parle de la Constitution, ceux chez qui nous tirons toute cette science nous disent ceci, c'est-à-dire les Occidentaux, par excellence, puisqu'il bon, il s'agit de leur science et pas la nôtre. Nous l'avons adoptée, nous tentons de l'appliquer à notre cas d'espèce, qui est le Congo. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est la loi fondamentale d'un pays qui définit la structure de l'État, trace les grandes lignes de son organisation et garantit les droits fondamentaux des citoyens. Toutes les autres branches du droit lui sont subordonnées. Mais la source, ou les sources, les diverses sources qui prédisposent de l'entrée de la fondation même de cette constitution viennent de quoi? Parce qu'on est toujours dans les cadres occidentaux qui nous a amené cette vision, ces cadres juridiques particuliers pour un État. Ils nous disent qu'ils tirent cette source-là de ce qu'on appelle Petition of Right, qui a été établi en 1628 en Angleterre, qui limitait les taxations arbitraires, les emprisonnements illégaux et l'emploi abusif de la loi martiale. Et puis, entre autres, les Bill of Rights, toujours en anglais, qui déclarait que le pouvoir repose dorénavant entre les mains du Parlement, élu par les peuples. Et d'ailleurs, à l'époque, en 1689, Guillaume III et Marie Stuart ont souscrit à cet esprit-là pour pouvoir accéder au trône. Autrement, ils ne pouvaient pas le faire. Il fallait qu'ils acceptent d'abord cette dimension-là pour pouvoir accéder au trône. Donc, c'est toujours les peuples et encore les peuples. Les vrais peuples, pas par cooptation. On parle toujours du peuple. On est dans le cadre de la formation, de la mise en place d'une constitution. Et puis encore vient la déclaration, une autre base, une autre source, la déclaration de l'indépendance.